BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h16, c'est Jean-Marc Jancovici, le coordinateur du Shift Project qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. On a eu le rapport du GIEC, ça a son énième version hier. Voilà, l'apocalypse est devant nous, on y va tout droit. Comme disait Jacques Chirac, le monde brûle et on regarde ailleurs. Mais c'est toujours aussi vrai. Et quand on lit votre bande dessinée, le Monde sans fin, et qu'on regarde le Shift Project, on se dit que, ok, il y a encore de l'espoir, on peut encore changer la planète, mais ça va demander beaucoup d'efforts. Ce que la BD dit, c'est que les énergies fossiles, et en particulier le pétrole, ont construit un monde d'abondance, une corne d'abondance permanente. Depuis un siècle. Dont on ne se rend pas compte. Et qui a fait notre pouvoir d'achat, l'urbanisation, la mondialisation, etc. Tout ça, c'est l'allongement des chaînes de valeur, puisqu'on est sur business. Tout ça, c'est le résultat des énergies fossiles. C'est génial le pétrole, quand on voit ce qui s'est passé depuis un siècle. S'il n'avait pas de problème de quantité et s'il ne mettait pas de CO2 dans l'atmosphère, il n'y aurait aucune raison d'en changer. Ça, c'est effectivement ce qu'on a trouvé de mieux. Enfin, exactement ce que la nature a trouvé de mieux, parce que c'est pas nous qui avons fait le pétrole. Et ce qu'on fait dans ce travail-là, c'est de voir ce qu'on arrive à trouver comme meilleur compromis. Secteur par secteur. Secteur par secteur, entre ce qu'on pourrait garder dans un monde qui n'aurait plus de pétrole, de gaz et de charbon, ce qu'on va devoir abandonner, ou ce avec quoi on va devoir faire sans, et comment on s'organise pour y arriver. Voilà, donc c'est un essai qui part dans cette direction-là. Et alors, même si ça va beaucoup vous surprendre aussi sur une chaîne qui s'appelle Business, on essaye de faire ça sans parler d'argent. C'est-à-dire que plutôt que de commencer par se dire est-ce qu'on va avoir l'argent pour payer tout ça, nous la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on va avoir les ressources physiques et les compétences pour être capable de suivre ce chemin. D'accord, vous parlez effectivement de la reconversion des salariés, leur formation, mais on parle aussi quand même d'argent, parce qu'on voit bien que cette transformation énergétique, si elle passe par d'autres énergies, les renouvelables, l'hydrogène, ça ne suffira pas. J'ai extrait ce graphique de votre livre qu'on va voir à l'antenne pour ceux qui sont sur la 24, RMC Découverte, sur la consommation d'énergie en 2019 et celle que vous projetez en 2050. On voit qu'il faut, quoi qu'on fasse, quoi qu'on convertisse, qu'il faut diminuer quasiment par 2 notre consommation d'énergie d'ici 2050. Ça veut dire qu'il faudra moins consommer, qu'il faudra vivre de manière plus chiche. Qu'est-ce que veut dire ce graphique? Alors ce graphique, il veut dire 2 choses. Il veut dire que si on veut tenir la baisse des émissions de CO2 qui est liée à l'engagement qu'on a pris dans l'accord de Paris, effectivement, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on doit avoir comme baisse sur la consommation des énergies fossiles. Et puis par ailleurs, on a une voiture balai dont l'actualité se charge en ce moment de nous rappeler qu'elle existe, qui s'appelle le fait que le pétrole et le gaz sont épuisables et par ailleurs viennent en totalité de l'étranger. 96% de la consommation de pétrole de l'Union européenne est importée. Et pour le gaz, on doit être à peu près dans les mêmes eaux. Alors certes, une partie est importée de Norvège et de Grande-Bretagne, mais enfin, même si on exclut la Norvège et la Grande-Bretagne, on a encore les 3/4 du gaz européen qui sont importés. Donc, dont une bonne partie de Russie, 1/3 du pétrole et 1/3 du gaz, et 40% du gaz pour les importations. Donc, ces énergies-là sont épuisables. La Russie a annoncé, il n'y a pas longtemps du reste, et c'est passé sous les écrans radars en France, qu'elle avait probablement atteint le maximum d'extraction annuelle du pétrole en 2019. Déjà, on avait atteint le pic du pétrole en 2008, maintenant on l'a remplacé par le pétrole de schiste. Alors pour le pétrole conventionnel, mais tout pétrole confondu, si ça n'était pas 2019, c'est pour les années à venir. Et du reste, je crois que Patrick Pouyanné rappelle ça de temps en temps. Et il nous l'a dit la semaine dernière, il était l'invité. Mais d'ailleurs, alors que la consommation, elle, va continuer à croître. Alors elle ne peut pas croître si la production diminue. Oui, mais il nous dit 2030 au moins. Attendons de voir. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, même si c'est 2030, c'est demain. Parce que les systèmes énergétiques, ça demande un siècle pour être réorientés. Mais alors, pour revenir quand même à ce graphique, parce qu'on dit on va faire des efforts, on va faire de l'électricité solaire, éolien. Le président de la République a annoncé la construction de nouveaux EPR, 6 puis 14. Mais même ça, sur votre graphique, on le voit, ça permet d'augmenter la part de l'électricité, la production électrique de 20%, 30% dans le meilleur des cas. Ça ne remplace pas du tout la disparition des hydrocarbures. Comment on va vivre demain alors si on doit consommer moitié moins d'énergie? Alors on va vivre de manière plus sobre.
La grande différence qu'on fait dans notre livre, c'est entre la sobriété et la pauvreté, parce que c'est deux notions qui en fait sont assez proches. La sobriété, c'est quand on accepte délibérément de changer la façon dont on consomme. Alors un exemple, si vous allez à votre travail en voiture et que vous avez la possibilité de passer au vélo électrique, et que vous le faites délibérément, vous souhaitez le faire, bon, ça s'appelle de la sobriété. Si on vous oblige à le faire, ça s'appelle de la pauvreté. Donc c'est exactement la même chose, sobriété et pauvreté, c'est-à-dire que vous changez le service que vous utilisez, mais dans un cas vous le pilotez et dans l'autre vous le subissez. Ce qu'on essaye d'expliquer dans ce livre, c'est comment est-ce qu'on fait essentiellement en pilotant. Et une des choses qui est absolument essentielle si on pilote, c'est que les gens s'y retrouvent en termes d'emploi. C'est-à-dire que quand on demande aux gens ce qui les angoisse, on va dire, dans la transition énergétique ou dans l'évolution qu'il va falloir qu'on suive, il y a un truc qui les angoisse sur leur pouvoir d'achat, mais quelque chose qui les angoisse au moins autant, c'est l'emploi qu'ils vont avoir, leur place dans la société. Et donc ce que nous croyons, nous, c'est qu'il faut avoir un effort particulièrement important pour décrire les emplois et y venir et faire des efforts de formation et de reconversion pour qu'on soit capable de le faire. Cette sobriété énergétique, est-ce qu'elle aura forcément pour conséquence la réduction de la croissance économique ? Est-ce que quand on va consommer moitié moins d'énergie, on ne pourra pas croître tous les ans? Tant que la croissance économique est mesurée comme elle est mesurée aujourd'hui, la réponse est oui. La croissance économique, en fait, c'est la croissance de la production des biens et services. Et en fait, ces biens et services sont essentiellement produits par des machines. Vous voyez, même dans ce studio, on est environné de machines. Et machines absolument partout. Une caméra, c'est une machine. Les écrans, c'est une machine. Tous les composants du réseau qui amènent l'image et le son jusqu'aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est des machines. Donc, en fait, vous avez des machines absolument partout dans le monde qui nous entoure. Et la nourriture des machines, c'est l'énergie. Donc dans un monde avec beaucoup moins de nourriture pour machines, vous avez un parc de machines en service qui baisse. Et donc, comme la production est essentiellement assurée par des machines, si on mesure le PIB exactement de la même manière, la logique voudrait qu'il baisse aussi. Ce qui veut dire que même si on n'est pas favorable à la décroissance, parce qu'il y a plein de gens qui disent « j'ai pas envie », la responsabilité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui serait quand même d'envisager cette éventualité comme quelque chose qui pourrait très bien arriver sans qu'on demande rien et d'avoir un plan qui soit prêt pour cette éventualité. Et aujourd'hui, on n'a pas de plan qui soit prêt pour cette éventualité. Est-ce que si on veut à tout prix de la croissance, est-ce qu'il est encore temps, par exemple, vous dites que le nucléaire, c'est une énergie décarbonée, qui est une bonne solution. Est-ce qu'il serait encore temps de construire sur la planète entière des centaines de réacteurs nucléaires pour arriver à garder notre niveau de consommation d'énergie d'aujourd'hui? Même si on faisait ça, on ne garderait pas la totalité du niveau d'aujourd'hui, mais c'est un amortisseur de la chute. C'est-à-dire que plus on en fait, mieux on se porte. Par contre, si ça commence... Alors, pour fixer les ordres de grandeur, en France, on a un parc nucléaire qui représente à peu près 60 milliards de watts de puissance installée, 60 gigawatts. Le parc de centrales à charbon dans le monde, c'est plus de 2200 gigawatts. Ah oui. D'accord, 60 gigawatts de centrales nucléaires en France, 2200 gigawatts de centrales à charbon dans le monde, oui c'est ça à peu près. Si on voulait tout remplacer, même que la moitié par du nucléaire, on ne pourrait pas le faire avec la technologie actuelle parce qu'il n'y a pas assez d'uranium 235. Il faut absolument passer à la génération 4. Sur lequel notre gouvernement vient de faire volte-face il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'on avait un programme, on l'a arrêté. On avait un réacteur opérationnel il y a longtemps, Phénix et Superphénix, on les a arrêtés. Donc voilà, donc il faut absolument accélérer sur cette génération-là si on veut que le nucléaire soit une solution durable en termes de ressources. Vous avez vu Jean-Marc Jancovici, hier l'Allemagne qui commence à rouvrir le dossier du nucléaire. Les réacteurs devaient fermer en fin d'année. Ministre de l'énergie commence à dire on peut regarder. Et puis sur ce plateau à votre place hier matin, le directeur général d'Orano disait nous, si les Allemands changent d'avis, on a les combustibles, on a les hommes pour les aider à prolonger leurs réacteurs. Alors, je n'ai pas regardé le dossier allemand en détail sur ce point précis. Il faut savoir que pour prolonger un réacteur nucléaire, il y a un certain nombre d'opérations qu'il faut faire avec de l'anticipation. Et par exemple, au moment où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y avait déjà un certain nombre d'investissements qui n'avaient pas été faits à Fessenheim, et même si formellement c'est Emmanuel Macron qui a fermé Fessenheim, et je pense que c'était une erreur de le faire, il n'est pas sûr qu'il aurait pu techniquement renverser la vapeur, sans mauvais jeu de mots, tout simplement parce qu'il y a des choses qu'il faut faire par anticipation. Donc pour des réacteurs allemands qui doivent être fermés
à brève échéance, je ne sais pas, donc il faut regarder ça, s'il est encore temps de les laisser en activité ou si maintenant on a trop attendu, on est trop près de l'échéance finale pour être capable de faire ça. De la même manière, Jean-Marc Jancovici, vous expliquez, notamment dans votre bande dessinée, hein, que les renouvelables, c'est formidable, l'éolien, le solaire, mais que ça reste infinitésimal par rapport aux besoins d'énergie. Et même si on met des dizaines, des centaines de milliards sur ces énergies, on parle pas de la même chose, quoi. Alors, une chose qu'on explique surtout dans la bande dessinée, c'est que quand on regarde l'histoire de l'humanité, en fait, notre espèce a vécu tout le temps avec juste des énergies renouvelables jusqu'à il y a 2 siècles. Ouais. Donc en fait, l'histoire des 2 derniers siècles, c'est la sortie des énergies renouvelables. Hein. En 1850, les énergies renouvelables faisaient 90% de l'approvisionnement mondial de l'humanité. Avec le vent, l'hydraulique. Le vent, la biomasse. Les moulins, à vent et à eau, etc. Donc c'était le vent a poussé les premiers bateaux, il a fait tourner des moulins, comme l'eau a fait tourner les premiers moulins, etc. Donc, et si on veut retourner aux énergies renouvelables, en fait, on n'arrivera pas à conserver la totalité du monde qu'on a construit avec les énergies fossiles. Et même si on y ajoute le nucléaire, on n'y arrivera pas non plus, alors que je suis très favorable au nucléaire. Donc, le plan là qu'on propose est une navigation au mieux, près des récifs, mais au mieux. Mais près des récifs avec des vents contraires, mais au mieux de ce que nous pensons que nous pouvons faire pour essayer de conserver un avenir sympathique et de l'espoir dans le monde. Je vais prendre un exemple parce qu'il est passionnant. Un des nombreux secteurs traités par votre livre, c'est le logement. Ici, sur ce plateau, à longueur d'interviews, des promoteurs, on nous dit qu'il manque 150 à 200 000 logements chaque année qu'on ne construit pas pour faire face à la demande. Vous dites le contraire. Vous dites qu'il y a trop de logements inoccupés et qu'il faudrait construire 100 000 logements de moins par an. Et qui dit la vérité ? Alors le chiffre qui nous permet d'arriver à cette conclusion est le suivant. Aujourd'hui en France, vous avez à peu près 200 000 nouveaux ménages par an et 400 000 nouveaux logements construits par an. Donc si vous regardez... en ce moment parce qu'on a du mal à construire. Oui, à peu près 400 000, 370. Bon. Ce qui veut dire que si vous regardez les chiffres tels qu'ils sont, vous vous rendez compte qu'on construit chaque année 2 fois plus de logements qu'il n'y a de création de ménages. Ouais. On nous dit le contraire sur le plateau, on nous dit il manque 100 000 logements. Bah oui, parce que si vous êtes promoteur, vous n'avez pas envie de construire moins. Donc ça, c'est normal qu'un promoteur vienne vous dire qu'il faut en faire plus. Et ils sont où les logements ? Ils sont notamment, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de logements inoccupés. C'est le contraire qui serait étonnant. Il y a des résidences secondaires. Mais les résidences secondaires, ça vous voulez plus que les Français de résidences secondaires ? Bah, ils peuvent très bien louer celles des autres. Ouais, c'est ça. C'est ça la sobriété pour vous aussi. Alors, la sobriété, en fait, c'est une inversion de la hiérarchie entre le monde matériel et nos désirs. Dit autrement, aujourd'hui, grâce à l'énergie abondante, on a fait ce qui était commode, mais en général, c'est sous-optimal en ce qui concerne les ressources. Ouais. Quand vous construisez des résidences secondaires et que c'est occupé 3 semaines par an, c'est totalement sous-optimal en termes de ressources. Donc c'est confortable, mais sous-optimal. Nous, ce qu'on dit, c'est à l'avenir où l'énergie sera plus contrainte et les ressources seront plus contraintes, on va renverser. C'est-à-dire qu'on va faire un truc qui est optimal pour les ressources. Et du coup, ça veut dire qu'en termes d'organisation, on fera les choses un peu différemment. Est-ce que vous êtes un décroissant, Jean-Marc Jancovici ? Au sens où je crois qu'on n'y échappera pas, oui. Mais vous savez, en ce qui concerne ma propre carcasse, elle a cru entre 0 et 20 ans. Et puis là, je suis lentement en train de décroître. On se tasse un peu avec l'âge, etc. Donc dans la vie... C'est ça le monde de demain ? C'est le monde qui décroît ? Mais sur un certain nombre de choses, ça a déjà commencé. Ouais. On parlait tout à l'heure du pétrole conventionnel, la décroissance a commencé. Si je regarde la quantité de kilos de cuivre que vous extrayez dans une tonne de minerai, la décroissance a commencé depuis longtemps. Ouais. Si je regarde le stock de poissons, la décroissance a commencé depuis longtemps. Ça fait maintenant 30 ans que le stock mondial de poissons décroît. Enfin, vous avez les écosystèmes, c'est pareil. Donc que la décroissance arrive, même si on ne le veut pas, dans un certain nombre de domaines, c'est la vie. Ouais. Voilà. Ce qu'on dit, nous, c'est si on refuse cette réalité et qu'on s'organise comme si ça n'existait pas, on va avoir des désillusions et pas du tout un plan qui flotte. C'est ça qui va nous arriver. The Shift Project, le plan de transformation de l'économie française, voilà, secteur par secteur. Jean-Marc Jancovici, avec tous les gens qui ont contribué, des centaines de contributeurs, sur cet ouvrage. Bon, il faut quand même garder de l'espoir. Le monde de demain, il faut tout à fait garder espoir. Et une chose très importante, c'est que ça, c'est un ouvrage collectif. Ouais. Et dans chaque secteur, on a fait travailler les gens qui devront faire. C'est-à-dire qu'en fait, on est allé demander aux gens des secteurs, et c'est avec eux que nous avons produit ce livre. Merci d'avoir été dans Good Morning Business.